Quand on pense aux origines de l'Europe, tout nous ramène au même endroit, la Méditerranée. C'est bien plus qu'une mer en fait. C'est le véritable berceau de notre monde. Les civilisations qui ont fleuri sur ces rives ont laissé une empreinte si profonde qu'on la retrouve encore partout aujourd'hui, des siècles et des siècles plus tard. Et ça nous amène à la grande question de cette analyse. Comment est-ce possible que ces mondes antiques, les Grecs, les Romains, résonnent encore aussi fort dans notre quotidien, dans nos lois, notre politique et même dans notre façon de penser? Parce que leur héritage, il est littéralement partout. Il suffit de regarder autour de nous. Nos systèmes politiques, l'architecture de nos villes, nos arts, nos croyances. Ça va même jusqu'aux mots qu'on utilise tous les jours, souvent sans même y penser. Alors, voici le plan de route pour aujourd'hui. On va commencer par l'héritage global de la Méditerranée. Ensuite, première grande escale, Athènes, pour assister à la naissance de la démocratie. Puis, direction Rome, pour voir comment on forge un empire. On parlera de la fameuse paix romaine, du grand basculement religieux, et enfin, on fera le bilan de tout ce que l'Antiquité nous a légué. Il faut vraiment imaginer la Méditerranée antique, non pas comme une frontière, mais comme une immense autoroute. Un carrefour géant entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, où tout s'échangeait. Les marchandises, bien sûr, mais surtout les idées, les cultures, les peuples. C'est ce brassage incroyable qui a créé les fondations de ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Notre premier arrêt nous emmène donc en Grèce, plus précisément à Athènes. C'est là, dans cette cité bouillonnante, qu'une idée complètement folle pour l'époque va voir le jour. Une idée qui, sans exagérer, a changé la face du monde, le pouvoir au peuple. Alors comment tout ça a commencé? Eh bien ça démarre avec un homme, Clisthène. On est en 508 avant notre ère et il lance des réformes radicales. Son but, casser le pouvoir des grandes familles aristocratiques pour donner une voix à un plus grand nombre de citoyens. C'est vraiment l'étincelle qui va tout allumer. Et ils inventent même un mot pour ça, démocratie. Ça vient tout droit du grec, démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. L'idée est aussi simple que puissante. Le pouvoir ne doit plus appartenir à un seul homme ou à une élite, mais à la communauté des citoyens. Bon, il faut tout de suite préciser une chose importante, ce peuple à Athènes, ce sont les citoyens masculins. Les femmes, les esclaves et les étrangers en sont exclus. C'est Périclès, le grand stratège d'Athènes, qui a sans doute le mieux résumé cet idéal. Ce qui est fort dans cette phrase, c'est l'idée que l'État doit servir l'intérêt du plus grand nombre, et pas juste d'une petite minorité. Là, on est vraiment au cœur de l'âge d'or d'Athènes. Mais il y a un paradoxe fascinant avec la démocratie athénienne. C'est une histoire à double face. À l'intérieur, c'est le pouvoir du peuple. Mais à l'extérieur, Athènes est une puissance impériale, et cette puissance a un nom, la thalassocratie, le pouvoir par la mer. Sa flotte de guerre surpuissante lui permet de dominer tout le commerce en mer Égée. À l'origine, tout partait d'une alliance défensive, la Ligue de Délos pour se protéger des Perses. Les cités alliées mettaient leurs ressources en commun. Sauf qu'en 454 avant notre ère, Périclès fait un coup de force. Il fait transférer le trésor de la Ligue à Athènes. À partir de là, l'argent qui devait servir à la défense de tous sert à financer la splendeur d'Athènes, comme le Parthénon. L'alliance s'est transformée en empire. Allez, on quitte la Grèce et on met le cap sur l'Italie. Une autre cité est en pleine ascension, Rome. Et son histoire, c'est celle d'une métamorphose spectaculaire. Comment une république de citoyens a-t-elle pu devenir un empire immense, gouverné par un seul homme? En fait, cette transformation s'est faite en 3 actes. D'abord, près de 500 ans de république, un système de pouvoir partagé. Puis, un siècle de guerre civile terrible qui déchire Rome et la laisse à genoux. Et enfin, en 27 avant notre ère, la solution vient d'un homme, Octave, le fils adoptif de César. Il instaure un nouveau régime, le Principat, et prend le nom d'Auguste, c'est la naissance de l'Empire. Et ce régime, le Principat, est un vrai coup de génie politique. Auguste est très habile. Il ne se proclame pas roi, les Romains détestent ça. Non, il se présente simplement comme le princeps, le premier des citoyens. En apparence, le Sénat, les élections, tout continue comme avant. Mais ce n'est qu'une façade. Dans les faits, tous les leviers du pouvoir sont désormais entre ses mains. Et quand on dit tous les leviers, ce n'est pas une image. Regardez plutôt. Il contrôle la politique, il est le chef suprême de l'armée, l'impérator. Il est aussi le chef de la religion, le grand pontife. Il a un pouvoir sur la justice et bien sûr, il contrôle les finances. C'est un pouvoir absolu, mais consolidé intelligemment derrière une apparence républicaine. Avec Auguste, et après un siècle de guerre terrible, s'ouvre une période de stabilité et de prospérité quasi inégalée. La Pax Romana, la paix romaine. Elle va durer près de 2 siècles. Un empire qui a été conquis par la force va maintenant se cimenter par la culture. Le mot-clé de cette période, c'est la romanisation.
C'est un processus lent mais profond d'intégration. Partout dans l'immense empire, de l'actuelle Angleterre jusqu'à l'Égypte, les peuples conquis vont petit à petit adopter la langue latine, le droit romain, l'architecture romaine, bref, le mode de vie à la romaine. Et comment ça marche concrètement? Eh bien, Rome a plusieurs outils. D'abord, on construit des villes sur le modèle romain partout. Ensuite, on diffuse le latin, qui devient la langue de l'administration et des élites. Et enfin, on pratique une politique religieuse assez souple. Plutôt que d'interdire les dieux locaux, on les intègre, on les fusionne avec les dieux romains. C'est le fameux syncrétisme. Ce long processus d'intégration va atteindre son point culminant en 212 après Jésus-Christ. Cette année-là, l'empereur Caracalla prend une décision historique. Il accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Imaginez l'impact. Des millions de personnes deviennent du jour au lendemain des citoyens romains. C'est l'aboutissement de la romanisation. Mais alors que l'Empire semble plus unifié que jamais, une nouvelle force est en train de le transformer de l'intérieur. Une religion monothéiste, née en Judée qui a longtemps été persécutée, le christianisme. Et un empereur, Constantin, va jouer un rôle absolument décisif dans son histoire. Après des décennies de persécutions violentes, tout bascule en 313 avec l'édit de Milan. Constantin met fin aux persécutions et proclame la liberté de culte pour tous, y compris pour les chrétiens. C'est une véritable révolution. Le christianisme passe du statut de religion interdite à celui de religion autorisée. Constantin ne s'arrête pas là. Il fonde une nouvelle capitale à son nom, Constantinople. Mais qui était-il vraiment? Un saint empereur ou un tyran mégalomane? C'est fascinant parce que les historiens de l'époque ne sont pas du tout d'accord. Pour un auteur chrétien comme Sosomène, c'est un acte de foi. Pour un auteur païen comme Zosime, c'est une folie des grandeurs. Deux visions totalement opposées pour un même homme. Et voilà, on arrive au terme de ce parcours. D'Athènes à Rome, de la démocratie à l'Empire, de Périclès à Constantin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de fondamental? Quel est le cœur de l'héritage que ces deux civilisations nous ont transmis? Si on voulait simplifier, on pourrait dire que la Grèce nous a légué l'idée, le questionnement philosophique. C'est elle qui a posé la question « Comment bien vivre ensemble ?» Rome, elle, nous a légué le système, la méthode. Elle a répondu à la question « Comment administrer un territoire immense et des peuples divers ?» D'un côté, l'idéal politique, de l'autre, l'ingénierie du pouvoir. Et ça nous laisse avec une question finale, une question pour notre époque. De ces deux héritages monumentaux, l'idéal démocratique athénien et le modèle d'unification impériale romain, lequel des deux pèse le plus lourd dans la balance de notre monde contemporain? La question, je crois, reste ouverte.